que ce soit par le biais d'un cessez-le-feu ou d'un accord sur du long terme, il faut que ça s'arrête. Ça demeure notre objectif. Des milliers de Palestiniens se massent pour quelques sacs de farine. C'est l'une des dynamiques principales du génocide israélien à Gaza. Et pour créer des conditions de vie impropres, on détruit l'eau potable, les terres arables, on rend impossible l'accès humanitaire et on détruit les hôpitaux. Le procureur de la Cour pénale internationale a accusé Israël d'affamer le peuple de Gaza. C'est tout simplement faux. C'est tout simplement de la pure invention. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. On ne fonde pas un nouveau système international sur un génocide. On le fonde contre un génocide. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Les États-Unis ont donc mis leur veto ce mardi à une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est le 3e veto américain depuis le début de la guerre. La Russie et les États-Unis détruisent les Nations Unies et l'ordre mondial pour en recréer un qui servira mieux leurs intérêts, en connaissance de cause. Bonjour Agnès Callamard. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Agnès Callamard, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International, une ONG donc basée à Londres qui compte des bureaux dans 70 pays. Grande experte des droits humains, vous constatez de rapport en rapport une dégradation constante et accélérée de ces dernières années. Et le droit international, dont vous êtes une ardente et opiniâtre défenseur, avant d'être nommée, d'ailleurs je le précise, secrétaire générale d'Amnesty International, vous étiez rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Le droit international, donc je disais, est selon vos propres termes au bord de l'effondrement. On y reviendra au cours de cet entretien. Mais avant cela, j'aimerais qu'on engage notre échange sur le dernier rapport d'Amnesty International, publié il y a un peu plus d'un mois, qui conclut un génocide en cours dans l'enclave palestinienne de Gaza, intitulé « On a l'impression d'être des sous-humains, le génocide des Palestiniens et Palestiniennes commis par Israël à Gaza ». Nous l'avons déjà évoqué à Blast, mais il nous semblait important de prendre le temps et d'y consacrer du temps aujourd'hui en cette rentrée 2025 avec vous. Alors, il y a 4 ans, dans un communiqué annonçant votre nomination à Amnesty International, vous déclariez « Là où les gouvernements et les entreprises cherchent à faire taire ceux qui dénoncent leurs abus, à dissimuler la vérité et à saper ou rejeter les normes des droits humains, les enquêtes rigoureuses et les campagnes intransigeantes d'Amnesty International sont plus essentielles que jamais. » Cette citation me semble très appropriée et pertinente au vu du contexte dans lequel vous publiez votre rapport très documenté. Un contexte marqué, on l'a beaucoup documenté à Blast, par le verrouillage du débat public et politique sur la guerre et les massacres en cours à Gaza. Un contexte marqué par la délégitimation, le discrédit de toute voix critique, voire par la criminalisation de l'expression de la solidarité palestinienne. Aussi, avant de revenir sur les points les plus saillants de ce rapport, j'aimerais tout simplement peut-être que vous nous disiez un mois après à sa publication comment il a été reçu, perçu publiquement, médiatiquement. Est-ce qu'il a été invisibilisé? Est-ce que voilà, comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, ce rapport d'Amnesty International a probablement été celui qui, dans toute l'histoire de notre organisation, a reçu le plus d'attention. Que ce soit au niveau des médias traditionnels, au niveau des médias sociaux, au niveau des réactions politiques, je dirais, ou du public. C'est un rapport qui a été, en règle générale, beaucoup mieux reçu que ce à quoi on s'attendait, ce qui démontre bien l'importance qu'il a pris dans le contexte que vous décriviez, c'est-à-dire un contexte de désinformation, un contexte de censure, un contexte où les recherches
détaillé et approfondi sur le génocide en cours était difficile à faire, dans la mesure où Israël interdit à tout acteur international d'aller à Gaza, où toute l'information donc arrive de Gaza, mais c'est assez difficile de l'obtenir. Donc dans ce contexte-là, ce rapport, il a été très bien reçu par tous ceux et celles qui souhaitaient un rapport fourni, détaillé, bien recherché sur le génocide. Nous n'étions pas les premiers du tout à mettre en avant le génocide et à parler de génocide. Les Palestiniens eux-mêmes l'avaient fait depuis presque un an. Les rapporteurs des Nations Unies l'avaient aussi fait depuis le mois de décembre. Certains experts, certains juristes, certains Israéliens l'avaient aussi fait, mais c'était la première fois qu'un rapport d'une telle aussi bien recherché était mis sur était partagé. Donc nous parlons ici de 300 pages recherchées pendant plus de 6 mois qui détaillent bien à la fois les actes génocidaires et l'intention génocidaire d'Israël. Comme vous le disiez, c'est le 5e rapport d'une entité de défense des droits de l'homme à conclure un génocide à Gaza ou à des actes de génocide. On y reviendra. Est-ce que ce rapport de près de 300 pages, qu'on va un petit peu plus voir dans le détail, accablant, documenté, est-ce qu'on peut le qualifier d'historique ? Ce n'est pas la première fois qu'on qualifiait une situation de génocide, mais c'est la première fois qu'on recherchait une situation et qu'on a conclué qu'il s'agissait d'un génocide. On a déjà parlé de génocide, que ce soit au Rwanda, au Cambodge, à Srebrenica. Donc Amnesty a déjà pris des positions très claires sur l'existence d'un génocide en se basant sur les recherches faites par d'autres. Mais c'est la première fois qu'on faisait nos propres recherches sur un génocide. Donc oui, au niveau d'Amnesty, le rapport est historique, mais je crois que dans le contexte de Gaza, c'est le premier rapport aussi important sur le génocide. Ça sera malheureusement pas le dernier. Bien sûr, l'Afrique du Sud, dans les poursuites judiciaires qu'elle fait contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, a construit un dossier beaucoup plus important que le nôtre. Ça ne fait aucun doute. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu accès à ce dossier. Alors, sur la méthode sur ce rapport, donc vous le disiez, pendant 9 mois, d'octobre 2023 à juillet 2024, une équipe de chercheurs d'Amnesty International a recueilli les témoignages de plus de 200 Gazaouis, aussi bien des victimes des bombardements que des membres des autorités locales, des professionnels de la santé, et on pense particulièrement aujourd'hui au docteur Oussam Abou Safia, directeur du dernier hôpital fonctionnel du nord de Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, qui a été capturé par les soldats israéliens le 27 décembre dernier. Voilà, donc on a évidemment une pensée pour lui parce que le corps médical, on en parlera aussi. Il est le symbole de la résistance, il est le symbole du dévouement de cette classe médicale palestinienne qui se donne corps et âme pour sauver les enfants, les femmes et les hommes palestiniens. Il est aussi le symbole du génocide, parce que le génocide, l'une des dimensions du génocide israélien à Gaza, c'est l'un des actes génocidaires, c'est de créer des conditions de vie qui sont impropres à la vie. Ça, c'est l'une des dynamiques principales du génocide israélien à Gaza. Et pour créer des conditions de vie impropres, on détruit l'eau potable, on détruit les terres arables, on détruit les boulangeries, on rend impossible l'accès humanitaire et on détruit les hôpitaux. Voilà, donc pour moi, ce docteur et tous les autres, d'ailleurs, symbolisent dans une large mesure ce qui se passe à Gaza, à la fois la résistance et le génocide. Donc la destruction qui a été très bien démontrée, pas seulement par nous, mais par
par d'autres, dont d'ailleurs l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc., la destruction délibérée de toute infrastructure médicale, l'impossibilité d'accéder à des médicaments ou un accès qui est très difficile, qui est au compte-gouttes, et les morts qui se rajoutent, je dirais, qui ne sont pas forcément comptabilisées à l'heure actuelle. Donc on connaît le nombre de victimes des bombardements, mais on ne connaît pas vraiment le nombre de personnes qui meurent en raison de ces conditions de vie. Les chiffres officiels, ceux qui sont communiqués par le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, et vous rappelez que ce ne sont pas des victimes, que ces chiffres, effectivement, ne prennent pas en compte, les victimes qui sont des conditions de vie. Voilà. Et on peut ajouter la dernière enquête scientifique The Lancet qui vient préciser que ces chiffres sont sous-évalués puisqu'ils les estiment à 61 000 morts. Voilà. Encore simplement en lien au bombardement, pas en lien avec les conditions de vie. 130 000 blessés, là où on est dans les chiffres officiels, 45 000 morts et 90 000 blessés. Donc vous le disiez, bombardement incessant de zones densément peuplées, destruction de structures hospitalières, coupure permanente d'eau et d'électricité, entrave à la délivrance d'aide humanitaire, multiples déplacements forcés de la population. Toutes ces différentes attaques commises par les forces israéliennes depuis le 7 octobre 2023 ont été scrupuleusement examinées. Vous le précisez, d'emblée, ce n'est pas un rapport politique, c'est vraiment un rapport qui se fonde sur des preuves solides. Et sur le droit international. En plus des recherches empiriques qui ont été faites sur le terrain grâce à nos consultants et chercheurs à Gaza, c'est-à-dire que nous avons des gens sur Gaza qui ont fait un travail formidable depuis le début de la guerre. Et sans eux, nous n'aurions pas pu obtenir les informations que nous avons pu obtenir sur, en particulier, les bombardements, afin de voir si oui ou non il y avait présence, objectif militaire en particulier. Donc, en plus de ces recherches empiriques, nous avons aussi des recherches légales, c'est-à-dire que la jurisprudence sur le génocide commis par un État n'est pas très importante. Il y a eu quelques cas de jurisprudence internationale liés à des responsabilités pénales individuelles, mais très peu liés à une responsabilité étatique. Nous, dans notre rapport, nous nous focalisons en grande partie, ou en unique partie d'ailleurs, sur la responsabilité des autorités israéliennes sans forcément attribuer des responsabilités individuelles. Et la jurisprudence sur cette responsabilité étatique n'est pas très développée. Donc il nous a fallu prendre beaucoup de temps et parler avec beaucoup d'experts pour arriver à comprendre comment démontre-t-on qu'il y a génocide. Comment démontre-t-on l'intention génocidaire d'un État ? De nouveau, parce que la jurisprudence de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice est très limitée. Donc, cette recherche juridique est aussi importante que la recherche empirique. Et donc, les conclusions du rapport sont très claires. Ce que subissent les Gazaouis correspond à 3 actes qualifiant le terme de génocide selon la Convention de 48, établit le rapport en référence aux dommages physiques ou mentaux graves, au meurtre des membres d'un groupe et aux conditions de vie visant la destruction physique. C'est-à-dire que l'on a trouvé que Israël a commis 3 actes génocidaires, les meurtres, les dommages corporels et, comme vous venez de le dire, les conditions de vie impropres à la vie, en gros. Ça, c'est une partie importante du rapport. Mais je dirais que la partie tout aussi importante, c'est de démontrer l'intention génocidaire. Donc les actes génocidaires ont été démontrés. Et la deuxième composante du génocide, c'est l'intention. Et c'est ça qui est le plus difficile à démontrer. Particulièrement quand on parle d'un État et pas d'un individu. Comment prouve-t-on l'intention d'un État ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il nous a fallu beaucoup de temps et d'experts
de juristes en droit international pour comprendre comment démontre-t-on l'intention génocidaire d'un État. Et pour ce faire, pour établir la notion donc de cette intention, l'équipe d'experts d'Amnesty a répertorié 102 déclarations publiques de responsables gouvernementaux, politiques et militaires israéliens qui déshumanisaient les Palestiniens, appelaient à des actes génocidaires ou bien les justifiaient. Et parmi celles-ci, ils ont isolé 22 déclarations de responsables chargés de gérer l'offensive, qui semblaient demander ou justifier ces actes. Évidemment, on en a quelques-uns tous en tête. On pense au ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui parle d'animaux humains très très rapidement après les atrocités du 7 octobre. Et bien sûr, Benjamin Netanyahou, qui là vous donne l'exemple du récit biblique de la destruction totale du peuple d'Amalek, tué par vengeance après son attaque contre des Israélites. Quand on a vu les actes horribles qu'ils ont commis contre nos amis, nos enfants, nos bébés, nos frères, ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien du monde entier, de toute l'humanité. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Cette référence-là, on peut noter qu'elle a été reprise, y compris sur le terrain, par des soldats, par les soldats israéliens. En effet, donc les discours, les propos tenus par les autorités au plus haut niveau, particulièrement celles qui faisaient partie du cabinet de guerre, sont des éléments incontournables et très clairs, je dirais, de l'intention des individus. Je tiens seulement à signaler que ce n'est pas l'élément unique qui nous permet de démontrer l'intention. C'est-à-dire que l'intention, elle est démontrée de façon holistique. On prend en cause, bien sûr, les déclarations, mais on prend surtout en cause les actes commis sur le terrain. Ces actes-là peuvent-ils être expliqués par autre chose qu'une intention génocidaire ? Parce que les propos tenus par certaines personnes ne pourraient ne pas avoir d'impact sur le terrain ou pourraient avoir un impact tout à fait indirect. Cependant, nos recherches nous ont permis de conclure que ce que nous avons vu, les preuves que nous avons retirées des faits ne peuvent s'expliquer que par l'intention génocidaire. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la destruction de l'ensemble du réseau d'eau potable de Gaza. On aurait pu penser peut-être qu'au début de la guerre, la destruction de certaines infrastructures d'eau potable pouvait s'expliquer par des objectifs militaires. Mais la destruction de tout l'ensemble d'eau potable ne peut s'expliquer que par l'intention d'empêcher l'ensemble des Palestiniens d'avoir accès à l'eau potable. La destruction des terres arables, de l'ensemble des terres arabes, qui, avant la guerre, constituait une source très importante de nutrition pour les Palestiniens, parce que la bande de Gaza était toujours en état de siège. Ces terres arabes, une petite destruction, entre guillemets, pourrait s'expliquer militairement, mais quand l'ensemble des terres arabes est détruite, alors qu'il n'y a plus aucune présence militaire de près ou de loin, ça ne peut plus s'expliquer que par le désir de faire en sorte que rien ne puisse repousser à Gaza. La destruction de l'ensemble des infrastructures médicales. Bon, on pourrait signaler, comme l'a fait les autorités, peut-être qu'en effet, il y avait une présence de Hamas. D'abord, la présence de Hamas n'a jamais vraiment été démontrée de façon indépendante. Deuxièmement, de détruire l'ensemble des infrastructures médicales du pays. Ceci pose question. Nous avons aussi démontré que certaines de ces infrastructures ont été détruites après que les autorités, les militaires israéliens aient pris contrôle de ces infrastructures. Là aussi, ça démontre de nouveau l'intention de détruire, de faire en sorte qu'elles soient absolument inopérables pour la population, plutôt que des objectifs militaires.
On a étudié de près, enquêté sur des bombardements. 15 frappes. Voilà. Donc nous, on a simplement mis en avant 15 frappes, mais c'est simplement le haut de l'iceberg. C'est juste ces 15 frappes qui ont tué, anéanti des familles entières. Nous parlons de dizaines et de dizaines de personnes d'une même famille. De nouveau, aucun objectif militaire que nous ayons pu identifier, des bombardements qui ont lieu à des heures où ils sont à même d'avoir le plus grand nombre de victimes et qui utilisent pendant le sommeil et qui utilisent des bombes de grande puissance dans un contexte urbain qui, là aussi, sont à même d'avoir le plus grand nombre de victimes civiles. Donc, ça, ce sont quelques éléments qui ne peuvent pas être expliqués par l'objectif militaire de se débarrasser de Hamas. L'accumulation de ces éléments ne peut amener qu'à une seule conclusion. C'est que même s'il y avait en effet un objectif militaire qu'on ne peut pas nier, en plus, en parallèle ou au sein de cet objectif militaire, il y avait un objectif génocidaire. Et ce que notre rapport met bien en avant, c'est que dans le contexte d'une guerre, il peut y avoir génocide. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas proposer que parce qu'il y a des objectifs militaires, il ne peut pas y avoir d'objectif génocidaire. Ça, pour nous, c'est absolument essentiel de mettre ça en avant. Il y a une guerre, il y a donc des objectifs militaires, il y a l'objectif de se débarrasser de Hamas, on n'a aucun doute là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres objectifs en parallèle, en plus. Et ça, c'est une conclusion effectivement très importante de votre rapport, de la coexistence possible entre l'objectif militaire et l'intention génocidaire. Exactement. Ce que vous avez constaté. Et juste pour étayer un peu ce que vous dites, je parle sous votre contrôle évidemment en chiffres, ça donne, puisque vous avez un peu listé tout ce qui a pu être constaté sur la période sur laquelle tous vos experts ont enquêté. 80% des Gazaouis n'ont pas accès à l'eau potable, 63% des terres agricoles détruites, 80% de la destruction du système de santé a été constatée, 80% des établissements scolaires détruits ou endommagés, des conditions sanitaires effroyables. 85% des écoles donc ne fonctionnent plus. 625 000 élèves privés. Évidemment, on a parlé des tués, dont 13 300 enfants, 60% de femmes, de personnes âgées et d'enfants. D'ailleurs, vous recueillez le témoignage d'un homme qui s'appelle Abdelal du quartier de Rafah, qui raconte la frappe, donc qui a endommagé sa maison dans la nuit du 20 avril 2024. Ce témoignage est très important puisque cette frappe donc s'abat pendant la nuit. Toute sa famille meurt sur le coup. Il y a là 3 générations, un homme de 86 ans, un bébé de 3 mois et 16 enfants. Donc ça raconte aussi. C'est un exemple. C'est juste un exemple parmi malheureusement des centaines et des centaines d'exemples. Voilà, nous, on a des collègues dont les familles ont été complètement anéanties, détruites au quotidien. Au quotidien. Et pour revenir sur cette conclusion de génocide, donc on le disait tout à l'heure, c'est quand même le 5e rapport d'une entité de défense des droits de l'homme. Il y a le cas de Human Rights Watch, il y a la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanese, la Fédération internationale des droits de l'homme, le comité spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes était déjà parvenu à cette conclusion. Vous le précisez vraiment, déterminer le génocide, vous le mettez en préambule, relève d'une conclusion juridique. Comme vous l'avez bien explicité au début de notre entretien, les experts se consacrent sur le cadre juridique du génocide en droit international. Et pourtant, cette qualification continue de faire polémique. Oui. Elle fait l'objet de polémiques. Elle est presque, on va dire, invalidée publiquement, du moins. Elle perce difficilement le mur du son, j'ai envie de dire, médiatique, mais aussi politique. Certains en viennent à parler d'un usage, de tabou. Je ne sais pas. Comment vous expliquez cela ? Tout d'abord, oui, vous avez absolument raison.
même si il est difficile à l'heure actuelle d'ignorer le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, il est clair que ce n'est pas grâce aux médias traditionnels, que cette connaissance est partagée à l'échelle, surtout dans le monde occidental. Donc, on assiste, parmi les médias traditionnels, les journaux, les journaux télévisés, etc., on assiste vraiment à une censure, je dirais, une censure, un tabou lié au terme génocide et à son emploi dans le cadre dans le cas d'Israël. Comment cela s'explique ? Pour des raisons historiques, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons peut-être plus culturelles. Voilà. Donc géostratégique parce que Israël est un allié du monde occidental, en particulier contre l'Iran. Donc, on ne peut pas qualifier un allié de génocidaire. Des raisons historiques, parce que Israël, c'est la patrie de ceux qui ont et celles qui ont été victimes d'un génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a du mal à imaginer, à comprendre qu'ils pourraient eux-mêmes devenir des génocidaires. Des raisons économiques, parce qu'on a énormément d'intérêts économiques en Israël. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ces facteurs, je pense que les termes de génocide et l'emploi, la réalisation que la connaissance de ce qu'est en train de faire Israël passe très mal auprès des médias. Je dirais qu'elle passe mieux auprès du public lorsque le public a accès aux informations, dont, par exemple, que vous mettez en ligne. Les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a été les victimes d'actes génocidaires et d'un génocide qu'on ne peut pas devenir soi-même des personnes responsables de crimes atroces. D'ailleurs, je pourrais mettre en avant le génocide des Tutsis. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, les autorités Tutsis du Rwanda ou du Burundi ne se livrent pas elles-mêmes à des actes répréhensibles. Il en va de même au Cambodge, où les victimes du génocide peuvent elles-mêmes devenir des personnes qui violent les droits humains, ou des entités qui violent les droits humains. Donc, l'idée que parce qu'on a été une victime, que nos descendants ne peuvent pas devenir des personnes qui brutalisent d'autres individus et violent les droits humains, c'est ridicule. Historiquement, c'est ridicule. Malheureusement, on en a la preuve tous les jours. Mais c'est quand même bien présent. Et voilà. Et donc, il faut se battre contre ça. Mais je pense qu'au-delà de la censure, ce qui est quand même le plus inquiétant, peut-être c'est tout aussi inquiétant, c'est les attaques. Les attaques qui sont faites contre ceux qui osent briser ce mur du silence dont vous parliez, les attaques individuelles contre des journalistes, contre des individus comme Francesca, comme des représentants d'Amnesty International. Infamantes en termes d'antisémitisme. Voilà, etc., qualifiant tous ceux qui osent dénoncer le génocide d'antisémites, attaquant les attaquant sur leur probité professionnelle, intellectuelle. Enfin, tout ça, c'est extrêmement effrayant et décevant. Et ça crée ce sont les bases inquiétante, très très inquiétante pour notre futur. Essayer de cacher des massacres et un génocide de cette façon, c'est abominable. C'est d'autant plus abominable et inquiétant que si on met bout à bout tout ce qui nous parvient de et sur Gaza aussi, bien sûr,
aussi par les personnes qui sont encore à Gaza. Il y a des journalistes qui nous envoient des images, il y a des gens qui filment, il y a vos rapports, il y a tous ces rapports mis bout à bout, les témoignages mis bout à bout. Ça offre vraiment une vision apocalyptique de ce qui est en train de se passer. C'est absolument horrible. Et de ce point de vue-là, on peut se demander, alors du coup, quel est l'objectif aussi de votre rapport, de ces rapports-là? Qu'est-ce que vous pensez? Notre objectif premier, c'est toujours de pouvoir mettre un terme au génocide. Donc voilà, ça demeure notre objectif le plus important dans la mesure où il faut que ça s'arrête. Donc que ce soit par le biais d'un cessez-le-feu ou d'un accord sur du long terme, il faut absolument qu'on puisse mettre un terme à l'extermination des Palestiniens de Gaza par les autorités israéliennes. Ça, c'est l'objectif premier. Cet objectif va aussi dans le sens de la libération des otages israéliens, qui demeure bien sûr un sujet important. Donc voilà, pour nous, c'est l'objectif premier. C'est aussi de faire en sorte que les États qui continuent d'apporter leur soutien à Israël comprennent bien, même si je pense qu'ils l'avaient déjà compris, mais comprennent bien qu'ils prennent le risque d'être complices d'un génocide. C'est certainement le cas des États-Unis qui n'arrêtent pas de vendre des armes à Israël depuis le début. Donc, très récemment, une annonce de 8,7 milliards de dollars d'aide pour soutenir les efforts militaires. Oui. Voilà. Donc, un pays comme les États-Unis sont très proches, très près de devenir complices de génocide. L'Allemagne, l'Autriche, mais aussi bien sûr la Grande-Bretagne ou la France. Parce que même si la France ne vend plus d'armes assemblées, je dirais, elle continue quand même de fournir des parties, des armes soi-disant défensives. Donc on continue quand même d'alimenter la course à l'armement et l'hégémonie militaire d'Israël sur Gaza, qui ne fait absolument aucun doute. Donc les complicités, les risques de complicité sont très importants. Donc pour nous, ce rapport, c'est aussi une façon de permettre aux populations de ces pays-là d'avoir les éléments qui leur permettraient de demander un arrêt de ces exportations, de cette coopération militaire et donc de cette complicité et diplomatique. Et diplomatique, comme on l'a vu dans le cas de la position de la France concernant les mandats d'arrêt de la CPI. Oui. Comment vous l'avez reçu C'était tellement de l'immunité diplomatique. C'était tellement ridicule. Je ne sais pas si le président de la République a pris la mesure, a pris vraiment la mesure de ce qu'il disait, a mis à mal quand même les juristes et les diplomates français. Bon, c'est une position. C'est pas la première fois. Donc ça sera pas la première fois. Donc c'est pour ça qu'il est possible que ce soit une de ses initiatives à lui, plutôt que quelque chose de bien pensé. Ceci étant, il avait tort. Il avait tort au niveau politique, il avait tort au niveau diplomatique et il avait certainement tort au niveau légal. Donc, Monsieur Netanyahou n'a aucune immunité qui puisse s'attacher à lui. Et ça a bien été démontré par la jurisprudence. Monsieur Macron n'était pas le seul à proposer une telle immunité. Plus récemment, en effet, c'est la Pologne qui est rentrée dans cette discussion-là. Écoutez, moi, je pense que Monsieur Netanyahou est une personne recherchée
C'est une avancée de ce point de vue-là. Oui, c'est une avancée extrêmement importante. Je tiens à saluer la Cour pénale internationale et le procureur et les juges qui ont émis ces mandats d'arrêt. Et qui ont été menacés, si l'on en croit l'enquête du Guardian. Voilà, qui ont été menacés et qui sont menacés par les États-Unis d'ailleurs, puisque il y a une loi en discussion qui... tout à fait. Voilà. Donc... Oui, c'est un homme recherché. Monsieur Netanyahou et son ancien ministre de la Défense sont des personnes recherchées. Je pense que les territoires où ils pourront aller sont extrêmement limités, à part, je dirais, les États-Unis. Je ne vois pas vraiment où il pourra aller ailleurs que là-bas, peut-être... Enfin, c'est très limité, quoi. Peut-être en Argentine, mais ça sera tout. Donc, oui. Voilà. Donc, à part un ou deux pays qui vont probablement essayer de le protéger, Monsieur Netanyahou va devoir rester en Israël jusqu'à ce que justice soit rendue, je dirais. Donc, quand même, c'est des prises de position importantes. Le gouvernement, l'administration américaine essaye de s'y opposer en menaçant la Cour pénale internationale, oui, individus. Vous faisiez mention d'une loi, vous pouvez nous dire un mot qui est en discussion en ce moment aux États-Unis? Il y a c'est important d'en parler. Il y a une loi qui est en discussion aux États-Unis qui permettrait aux autorités américaines d'interdire, d'arrêter, de créer d'énormes difficultés pour tous les individus associés à la Cour pénale internationale, en commençant par le procureur et les juges. Donc voilà, nous, à l'heure actuelle, nous sommes dans une coalition pour la Cour pénale internationale qui cherche à convaincre le Sénat américain de ne pas aller dans la direction de cette loi, de reconnaître quand même qu'il y a des intérêts qui prédominent, mais on ne se fait pas trop... Enfin, personnellement, je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que les États-Unis, particulièrement sous Donald Trump, mais pas seulement, même avec Joe Biden, sont prêts à tout pour défendre Israël, et ça comprend s'attaquer à la Cour pénale internationale, d'autant plus que de toute façon les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Donc pour eux c'est un détail, je dirais. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour défendre Netanyahou. Je pense plus ou moins oui. On va voir jusqu'où Donald Trump va aller pour défendre Netanyahou. C'est une vision géostratégique, dans la mesure où Israël, à l'heure actuelle, est la superpuissance au niveau du Moyen-Orient qui s'oppose à l'Iran et qui, franchement, est en train de repousser l'Iran dans un rôle beaucoup plus réduit que celui auquel l'Iran s'était donné ou avait imaginé. Donc, géostratégiquement parlant, les États-Unis voient dans Israël l'État qui leur permet de refonder le bastion occidental en Orient. Le bastion occidental, le bastion américain en particulier, je dirais, de refonder les relations internationales au niveau de cette région, l'accès à toutes les ressources très importantes de cette région. Donc voilà, à ce niveau-là, Israël est un allié extrêmement important. Jusqu'où ira Donald Trump pour les protéger, je ne sais pas, parce il y a quand même des alliances avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis qui ne sont pas à négliger. Et jusqu'à présent,
Qui était en voie de normalisation. Voilà, en tout et cas, pour qui ce qui quand même à concerne l'heure l'Arabie actuelle, Saoudite. l'Arabie Saoudite sous Mohammed Ben Salman semble dire qu'il n'y aura pas de normalisation tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc ça va être intéressant, je dirais, de voir comment Donald Trump va gérer ces tensions. Mais bon, au-delà de cet intérêt, je dirais la chose la plus importante, c'est de protéger les Palestiniens de Gaza. Donc eux, ils n'ont pas de temps. On n'a pas le temps d'attendre que Donald Trump réalise que les intérêts d'Israël ne correspondent pas forcément avec ceux des États-Unis et que on ne fonde pas un nouveau système international sur un génocide. On le fonde contre un génocide, pas sur un génocide. Donc, ce qui s'instaure, je dirais, à l'heure actuelle, c'est une grande période d'insécurité, d'instabilité. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que l'on puisse fonder un nouvel ordre global, un nouvel ordre mondial sur des bases génocidaires, sur des bases extrêmement racistes, sur des bases de supériorité raciale, ethnique, etc. Ça ne peut pas être la colle qui va permettre à ce système de Sauf à mettre en place un ordre qui reposerait plus sur la force que sur le droit. Mais ça, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais même si c'est un ordre qui repose que sur la force, ça ne peut pas perdurer au-delà d'une dizaine d'années, je dirais, sans avoir de conflits mondiaux. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous a démontré. Alors, vous parliez précisément de valeurs, anti-valeurs, et c'est vrai qu'à Blast, on a consacré beaucoup de documentaires, d'entretiens, de chroniques. Enfin, on essaye d'essayer de décrypter, d'essayer de comprendre un peu ce moment de paradoxe démocratique que vous êtes aussi un peu en train de dessiner, qui repose sur cette idée que des puissances qui se disent démocratiques sont capables de soutenir l'écrasement de Gaza, de soutenir des massacres en cours, un génocide. On a beaucoup essayé de comprendre ça. Et il y a cette phrase que je rappelle souvent de Didier Fassin qui dit que le consentement à l'écrasement de Gaza a créé une immense béance dans l'ordre moral du monde. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il va être très difficile pour les pays occidentaux de recouvrir l'humanisme dont ils se targuent. Comment est-ce que vous-même, vous parlez d'échec moral, vous parlez de honte. Oui, mais je vais au-delà de l'échec occidental. Je suis désolée, les États du Moyen-Orient ne font rien. Soyons très clairs, ne font absolument rien pour protéger les Palestiniens de Gaza. C'est pas nouveau et c'est toujours à l'heure actuelle. Qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite, à part de dire trois choses de temps en temps? Qu'est-ce que fait la Jordanie? Qu'est-ce que fait les États, les Émirats unis? Ils ne font rien. Qu'est-ce que fait le Pakistan? Qu'est-ce que fait l'Indonésie? Non, soyons très clairs, c'est l'échec moral à l'échelle planétaire, pas du peuple. Les peuples, même que ce soit en Occident ou dans les pays arabes, dans la mesure où ils ont la possibilité de protester, tout le monde s'érige contre cette complicité. Mais au niveau des États, ils font pas grand-chose quand même. Au niveau des États, mais en tout cas, symbolise vous-même dans un des rapports, alors pas celui-là, je crois que c'est le précédent. Il y a cette idée, vous recueillez pour des millions de personnes, Gaza symbolise l'échec moral total, y compris de ceux qui ont fondé ce fameux ordre international. Pour moi, c'est de ce point de vue-là. Voilà, de ce point de vue-là, ça le fait. C'est-à-dire que les fondateurs, des architectes de cet ordre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les architectes de ce monde, ils sont en train de le détruire. Maintenant, ils le détruisent. En tout cas, les États-Unis le détruisent. Avec la complicité, évidemment, de l'ensemble. Oui, et ils le détruisent en connaissance de cause. C'est-à-dire que pour les États-Unis, il s'agit maintenant d'un ordre mondial qui ne sert plus leurs intérêts. Donc, il faut le remplacer. C'est la même chose avec la Russie. L'attaque et l'agression contre l'Ukraine fait aussi partie de la même dynamique. Il s'agit d'un ordre mondial qui ne leur convient plus. Donc, il faut
le refonder. L'agression contre l'Ukraine signale de façon très claire que la Russie n'est pas d'accord avec les règles du jeu. Les États-Unis ont continué dans cette direction et le font de façon très claire avec Gaza. La Chine cherche à s'accommoder des règles tout en elle aussi tout en essayant de les contrôler. Donc oui, les architectes du système de Bretton Woods et du système de 1948 sont maintenant prêtes à le détruire pour en recréer un qui servira mieux leurs intérêts. Ils le font en connaissance de cause, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que la Russie et les États-Unis détruisent les Nations Unies et l'ordre mondial, le droit international et les règles fondées sur la Charte des Nations Unies en connaissance de cause. Ça ne fait aucun doute. Proposent-ils autre chose pour le remplacer? Non. Ce qu'ils proposent à l'heure actuelle, c'est une ère d'instabilité et d'insécurité au cours de laquelle ils vont chercher à recréer un système qui sera beaucoup plus à même de servir leurs intérêts. Donc tout ça, ça va être extrêmement destructeur, je dirais, parce que ce n'est pas que l'espace géostratégique, nous parlons de l'espace économique, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de big tech, des grandes compagnies technologiques, nous parlons de la colonisation du fond des mers, de la colonisation de l'espace. Donc s'ouvre une ère, entre guillemets, peut-être d'innovation, mais plutôt, pour moi, à la fois d'instabilité, d'insécurité, de violence à l'échelle planétaire, où la force des armes va dominer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qui s'installe pour un siècle, mais c'est quelque chose qui va s'installer pour une ou deux décennies, jusqu'à ce qu'on arrive à se stabiliser autour d'une nouvelle vision pour le monde. Mais là, vous, moi, nos enfants, il faut qu'ils comprennent, qu'on comprenne tous qu'on est en train de rentrer dans une période extrêmement instable où le risque de conflagration à l'échelle planétaire ne peut pas être nié, d'autant plus que nous sommes aussi dans une période où le changement climatique crée d'énormes pressions. Je voudrais simplement vous rappeler que 2024 a été l'année la plus chaude, avec des moyennes de température de 1,5 degré au-delà de ce qu'on avait calculé au 19e siècle. Donc voilà, c'est une énorme période d'instabilité et Gaza, pour moi, symbolise la descente aux enfers. Ça symbolise la descente aux enfers. Ça symbolise le fait que nous soyons prêts à tout rejeter au nom d'intérêts extrêmement nationalistes et des intérêts économiques, mais pas à l'échelle de la population. Ce sont les grandes compagnies, les grands capitaines du type de Elon Musk et compagnie qui vont en retirer des bénéfices. Est-ce que c'est ce qui fonde, du coup, votre espoir en la société civile? Oui. Vous y revenez assez souvent? Bien sûr, parce que cette période d'instabilité qui s'ouvre, c'est aussi le résultat de nos actions. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an, c'est le peuple français, anglais, américain, israélien, juif, palestinien, qui s'érige, malaisien, indonésien, qui s'érige contre la complicité et l'extermination des Palestiniens. Ce sont eux qui vont manifester dans les universités, ce sont les étudiants qui prennent leur salle de conférence et qui cherchent à mettre en avant une autre vision contre
contre l'establishment. Donc voilà, nous sommes une majorité à l'heure actuelle, mais nous sommes une majorité avec peu de moyens. Parce que contre nous, il y a les armes qui deviennent de plus en plus développées, il y a l'intelligence artificielle, il y a la surveillance technologique, il y a toutes ces choses-là. Ce que nous offrons, c'est nos convictions, la résistance, notre capacité de créer des unions au-delà des frontières, notre sens des valeurs et nos demandes pour quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'on va pouvoir influencer ce qui est en train de se faire? Je ne sais pas, mais ce qui est très, très clair, c'est qu'il va falloir essayer, de toute façon, et trouver de nouveaux moyens pour faire entendre notre voix et pour demander, ou pour en tout cas faire en sorte que ces destructions qui s'annoncent, qu'on puisse au moins les rendre un peu moins intenses. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui invoquent justement, on a parlé de la Chine, on peut penser aux Ouïghours, on peut penser au Soudan, vous alertez beaucoup sur ce qui se passe au Soudan, au Myanmar, avec les Rohingyas. Ceux qui invoquent les autres guerres et massacres, évidemment, qui jalonnent ce siècle pour relativiser la singularité de ce qui se passe à Gaza, en disant, bon, bah voilà, c'est une manière de détourner aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de... Tout d'abord, bien sûr, on ne peut pas nier les horreurs qui se passent ailleurs, dont le Soudan en particulier, Myanmar, la Birmanie, le Venezuela, ou l'Ukraine, pour n'en mentionner que quelques-unes. Donc, il ne fait absolument aucun doute que des crimes atroces continuent de se produire dans ces pays-là et dans bien d'autres. Gaza, pour moi, c'est un symbole de la destruction de l'état de droit, c'est le symbole d'un Conseil de sécurité qui n'a plus aucun rôle à jouer, c'est le symbole des Nations Unies qui deviennent obsolètes, même les agences des Nations Unies qui cherchent à envoyer des signaux d'alarme et à crier ce qui se passe à Gaza, on les ignore. Je pense bien sûr à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à l'UNRWA, mais c'est pas la seule. L'OMS, OCHA, toutes ces agences-là, même le secrétaire général, ça fait depuis plus de 12 mois qu'il essaye de dénoncer ce qui se passe. Personne, il n'a plus aucune portée. Plus aucune portée. Donc Gaza, ça symbolise tout ça. Ça symbolise vraiment la destruction en connaissance de cause par les États-Unis et Israël de tout le système qu'ils avaient mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas que quand même 1948, c'est aussi l'État d'Israël. Ça a donné naissance. C'est le droit international qui a permis la naissance de l'État d'Israël. Donc c'est un paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe peut-être, mais c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, éviter ce paradoxe. 1948, la construction d'un nouvel ordre mondial, d'ailleurs avec les droits humains et la protection de la paix en son centre, au même moment où les Palestiniens sont l'objet d'un nettoyage ethnique, la Nakba à grande échelle. Donc voilà, on est maintenant en 2023-2024, c'est la force qui va prédominer. C'est la force. Effectivement, vous dessinez un tableau très inquiétant pour les. Moi, je suis très inquiète. Je suis très inquiète pour les années à venir. Je pense que la décennie à venir va être extrêmement
pénible et difficile pour beaucoup de personnes à travers le monde. Et c'est pour ça qu'il est important de soutenir les organisations comme la vôtre, les médias indépendants. Et les médias indépendants, etc. Parce que la colonisation, entre guillemets, de l'esprit, le silence de la parole seront les objectifs principaux de ceux qui vont vouloir recréer ce monde pour servir leur intérêt. Donc, d'où l'importance des médias indépendantes comme Blast, des organisations de défense, que ce soit des droits humains ou d'autres choses comme Amnesty International, l'importance de travailler ensemble, l'importance de créer de ne pas aller seul contre ces forces. Ah oui, de s'unir, ça sera vraiment important. On a les moyens d'empêcher le pire. Est-ce qu'on a les moyens de permettre le meilleur? Je ne sais pas. Mais on a les moyens d'empêcher le pire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué, vous, personnellement, à changer les choses avec votre activité au sein de l'organisation? Au sein d'Amnesty? Oui. Écoutez, moi, personnellement, je pense que j'ai fait... avant Amnesty, quand j'étais rapporteuse spéciale, mon enquête sur Jamal Khashoggi, sur Alexei Navalny, sur d'autres journalistes qui se sont battus, qui ont été tués. Bon, moi j'ai l'impression que quand même ça a permis, pendant une petite période, malheureusement pas dans le long terme, ça a permis de créer certains dynamismes et ça a démontré que les Nations Unies, les experts indépendants des Nations Unies, comme Francesca maintenant, ont un rôle à jouer pour utiliser notre plateforme, la plateforme qui était la mienne et qui est la sienne et qui est celle de tous les rapporteurs spéciaux. À l'heure actuelle, moi, je suis au sein d'une grande organisation qui s'appelle Amnesty. C'est la plus grande organisation, la plus vieille aussi pour la défense des droits humains. C'est une plateforme extrêmement importante dans la mesure où on a 10 millions de membres à travers le monde. Ce sont des acteurs qui sont prêts à agir. Donc, j'espère avoir été à la hauteur de cette plateforme et d'avoir guidé l'organisation le mieux possible dans un cadre qui est extrêmement difficile, clivant, où on nous a accusés de tous les maux, dans un contexte où ceux qui étaient nos alliés ne le sont plus, en raison de nos prises de position, en particulier sur Israël et sur le génocide de Gaza. Mais il faut demeurer loyaux, voilà, à nos principes et à nos valeurs. Et j'espère que je l'ai fait et que je continuerai de le faire. Merci beaucoup. Vous parliez des journalistes sur lesquels vous avez enquêté, Navalny et Khashoggi, bien sûr. C'est aussi le moment pour nous de penser à tous ces journalistes tués en Palestine. Oui, c'est le plus grand nombre depuis le début, pour le 21e siècle, plus de 200 tués. On a parlé du personnel soignant, plus de 900 selon l'OMS, et du personnel humanitaire également. Exactement, voilà. Donc c'est une manière aussi. Alors où nous parlons, tous les héros, je dirais, les héros les héros et les héroïnes du système qui a été créé après 1948. Les acteurs humanitaires, les acteurs des droits humains, les journalistes indépendants, les médicaux, tous ces héros et héroïnes, on est en train maintenant d'en faire, soit de les exécuter, soit de prétendre qu'ils sont des ennemis à abattre. Voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment important de continuer à clamer haut et fort les valeurs pour lesquelles on se bat, parce qu'il y a beaucoup trop d'acteurs qui sont prêts à, je ne sais pas, à les mettre de côté au nom de quoi? Au nom de leur petit
de leur puissance. Pour certains, de leur puissance, mais pour beaucoup, c'est au nom de leur survie. De leur survie politique, économique, parce qu'on veut pas trop se prendre la tête et s'embêter que un génocide, il y en aura d'autres. Voilà. Donc pour ça, il faut continuer de se battre. Merci infiniment, Agnès Callamard, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci.